Here comes the new challenger. Mais voyons, il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. C'est leur vie. C'est la réalité de cette histoire. Bop. Nouvelle vidéo, nouveau Raptor Talk. Raptor Talk, c'est le format où je discute avec vous, où je vous exprime et développe mon opinion sur un sujet en particulier, que je vous développe mon argumentation, comment de fil en aiguille j'en arrive à penser ce que je pense sur un tel sujet. C'est en aucun cas une démonstration, c'est-à-dire qu'il s'agit que d'une opinion, d'une réflexion, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est ouvert, et dans l'espace commentaire ça permettra de discuter, si vous trouvez telle idée intéressante, peut-être que vous aviez pas pensé à telle chose, ou peut-être tout simplement que vous êtes en désaccord. Et le sujet du jour, c'est Éric Zemmour et sa candidature future probable à la présidentielle 2022. Donc si le concept vous plaît, peut-être qu'on pourra développer sur plusieurs autres candidats, mais en tout cas, puisque ça m'a été beaucoup demandé, je vais vous donner mon point de vue sur sa candidature en 3 parties. Il y aura les points positifs, c'est-à-dire les idées que je trouve intéressantes chez Éric Zemmour, les choses intéressantes de toute façon dans sa candidature de manière globale, ensuite les points négatifs, là où je suis en désaccord avec ses idées, les points où je trouve qu'il se trompe, où il y a des paradoxes selon moi, et ses limites bien sûr, et enfin, et ce sera certainement la partie la plus intéressante, la plus importante, pourquoi en fait je ne crois pas en la démocratie. C'est très simple. Pourquoi je pense que tout ça est une farce. Et ça, je pense que c'est la partie qui vous intéressera le plus. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je suis le Raptor et vous regardez Raptor Talk. Mais avant toute chose, merci à Age of Magic qui sponsorise cette vidéo. Mais Raptor, c'est quoi Age of Magic? Très bonne question imbécile. Age of Magic est un RPG mobile extrêmement stylé qui te propose une immersion dans le monde énervé du Medieval Fantasy avec des combats stratégiques au tour par tour entre tes héros ultra stuffés et surentraînés et des créatures et des monstres ennemis de plus en plus balèzes, dans le seul et unique but de t'éclater. Un des gros points forts du jeu sont ses graphismes magnifiques, coups humains et un gameplay varié et diversifié, comme par exemple son mode campagne entièrement scénarisé où tu incarnes une sorte de remake du chevalier Roland mais qui a un bac +5 en sorcellerie et lancer de boules de feu bleu pour aller défoncer des monstres, ou bien le mode tombeau des horreurs qui testera tes limites en augmentant au fur et à mesure la difficulté mais aussi les récompenses que tu choperas. Vous me connaissez, mon mode préféré c'est bien sûr l'énorme PVP qui consiste à réunir sa team de gros héros épiques armés d'épées gigantesques de 30 kg pour aller fracasser les autres joueurs chaque semaine lors du tournoi PVP et récolter des bêtes de récompense. Donc n'attendez plus et téléchargez immédiatement Age of Magic grâce au lien dans la description et recevez 65 recharges d'énergie, 150 pièces d'or et le héros Roland niveau 7. Du coup, on va commencer par les points que je trouve positifs à la candidature d'Éric Zemmour, à sa candidature globale et dans les idées précisément, même si je pourrais pas être exhaustif parce que je connais pas toutes ses idées, je connais pas son programme, etc. Premièrement, bon, la raison la plus puérile pour laquelle il y a beaucoup de soutien chez Zemmour, c'est que il met des énormes 1v9, il prend quasiment tout le monde en débat, il est très fort en débat parce qu'il a une grosse culture, parce qu'il sait argumenter, il a une très bonne rhétorique, il a une très bonne répartie, que ce soit contre des gens de l'acabit de Marlène Schiappa, c'est-à-dire des gens qui citent Spider-Man quoi, ou des gens comme Attali. Il est très souvent bon en débat, c'est toujours très intéressant. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ça apporte du piment, ça apporte du piquant, il y a une ambiance, on aime bien. Et ça manque cruellement dans le monde politique actuel qui est figé, qui est vraiment nul, sans substance, où on dit pas un mot plus haut que l'autre parce que le politiquement correct a tellement tout avalé que le truc le plus impolitiquement correct, c'est de dénoncer le politiquement correct. En fait, c'est déjà jouer selon les règles de l'adversaire, donc c'est déjà un échec. C'est dire à quel point les mecs sont enterrés 100 mètres dans la merde, quoi. Et là-dessus, Zemmour est très performant. Il entre, il s'en bat les couilles, il dit les termes, et c'est pour ça qu'en fait, il a autant d'audience et qu'il y a autant de gens qui veulent l'écouter et qui se raccrochent à ce qu'il dit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ce qui est des idées, mais qui rejoint un petit peu le premier point, c'est qu'il place les gauchistes face à leurs contradictions. Et ça, c'est très intéressant et c'est même nécessaire. Par exemple, sur celui de l'islam, qui est en montée, simplement parce que le nombre de musulmans est en progression, et bien en fait Éric Zemmour il explique aux gauchistes que on peut pas avoir l'islam et le progressisme. Il va falloir choisir un des deux, parce qu'il y en a un qui a l'air d'accepter l'autre, mais l'autre est pas super chaud pour tout ce qui est transformer les petits garçons en petites filles. Il arrive et il met ça sur la table. Donc il force les gens en fait à se positionner sur ce débat là, alors qu'ils essayaient à tout prix de l'éviter, de l'écarter, et ça ne peut pas, et ça ne pourra pas durer de toute façon. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il amène le sujet qu'il appelle du grand remplacement. Alors le grand remplacement, si on regarde sur Wikipédia, c'est une théorie d'extrême droite conspirationniste. Voilà, bon, quand on regarde dans la rue, on se rend compte qu'il y a des changements démographiques en France, et il n'y a rien d'étonnant puisque, en fait, c'est l'effet de l'immigration de masse. Et donc il amène une vision finalement assez identitaire du peuple français, qui est une vision complètement taboue, ce qui est ridicule. Je ne comprends pas pourquoi en fait les peuples devraient avoir honte d'être ce qu'ils sont. Et il donne une idée avec laquelle je suis d'accord, c'est que en fait les pays sont la résultante de leur peuple. C'est pas des gens qui popent comme ça n'importe où et puis oh tiens je suis
suis arrivé en France. Non, en fait les peuples fabriquent le pays dans lequel ils vivent, et changer de peuple, c'est changer le pays dans lequel on vit. Si vous mettez tout le peuple français dans n'importe quel bled de merde, ce bled de merde va devenir un truc stylé avec 150 000 variétés de fromage, ou du truc local, quoi. Et donc il explique que l'immigration de masse, et là on est sur des 400 000 par an, à forte majorité extra-européenne, est un péril en fait pour la civilisation française, et c'est pas une insulte de dire ça. Ça aussi je ne comprends pas pourquoi les gens se sentent insultés quand on dit ça. Faut bien comprendre que si on amène 65 millions de Chinois demain en Algérie, l'Algérie n'est plus l'Algérie. Mettre fin à cette démagogie est un point très très fort selon moi des idées d'Éric Zemmour. Ensuite, et ça a fait l'actualité, il y a cette histoire de peine de mort. Alors là pour moi il n'y a pas de débat. Les Français en majorité veulent la peine de mort. La peine de mort est une peine dissuasive, sinon aucune peine ne l'est. Évidemment, les gouvernements, etc. ne sont pas pour parce qu'ils savent que, bon, avec des circonstances particulières, ils pourraient être plus ou moins concernés par le truc. Mais ça, pour moi, c'est la marque d'un pays sain, c'est la base de la base, et c'est pas une histoire de sadisme, non, c'est une histoire, en fait, de pays qui se respectent. Quand on se respecte, et ben, il y a un mec qui tente de t'enculer, tu le fumes. Un mec qui fait des trucs de fou furieux, tu le fumes. Il y a hors de question de commencer à payer des dizaines d'années, je sais pas quoi de bouffe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dois payer la bouffe d'un type qui a tué je sais pas combien de mecs? On est où, là? Donc, non seulement je suis pour la peine de mort, mais je suis pour qu'il y ait plein de peines de mort. Petite pendaison, petit jeté au lion, petit combat contre des gorilles. Je sais pas, proposez-moi des trucs en commentaire, mais on trouvera. Pas besoin d'être sadique, juste des trucs qui sont en rapport avec le chef d'accusation. Et enfin, et pour moi c'est la raison majeure pour laquelle la candidature d'Éric Zemmour est très importante et très intéressante, c'est cette histoire de liberté d'expression. Les gens qui reprochent à Éric Zemmour d'avoir été condamné par la justice pour des propos qu'il aurait tenus, selon moi, devraient avoir honte, parce que je suis pour une liberté d'expression totale, je suis contre tout délit d'opinion. Ce n'est pas parce qu'on interdit aux gens d'exprimer une opinion qu'on freine la montée de cette opinion, au contraire d'ailleurs, et c'est surtout pas comme ça qu'on discute et qu'on arrive à des solutions, qu'on arrive à s'entendre. Le moment où la liberté d'expression a sauté en France avec des lois scélérates que sont les lois Pleven, etc., c'était la boîte de Pandore ouverte à la perte de plein d'autres libertés, et aujourd'hui on voit un petit peu ce que ça donne. Tous les chefs d'accusation d'incitation à la haine sont des fraudes. Aujourd'hui avoir une opinion négative c'est devenu de l'incitation à la haine. Si quelqu'un exprime une idée et qu'on n'est pas capable de la combattre ou d'en débattre, et qu'on en a peur au point de l'interdire, c'est qu'il y a un réel problème. Donc, et c'est un point qui dit défendre dans son programme, c'est l'abolition de ces lois scélérates qui suppriment les libertés d'expression en France. Pour moi c'est fondamental et ça doit advenir immédiatement. Et c'est pas suffisant, puisqu'il faut une intervention auprès des GAFAM, en tout cas sur leur réseau en France, et leur interdire de servir d'éditeurs et d'intervenir dans le débat politique en censurant tout simplement les opinions qui jugent ne pas aller dans le sens de leur agenda politique. Ça c'est fondamental, et si ça n'advient pas, si ça n'advient jamais, nous ne vivrons jamais libres. On passe aux points négatifs, et vous allez voir qu'ils sont aussi nombreux. Premier point négatif que je trouve dans les idées d'Éric Zemmour, c'est en fait le pendant d'un des points positifs que j'ai trouvé, c'est l'islam, parce que finalement, l'islam ça devient une justification pour tout, ça devient presque un running gag, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il arrive à faire le lien avec l'islam. Quand il parle du trafic de drogue, ça remonte à l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Quand il parle des problèmes dans les banlieues ou dans certains quartiers, ça remonte à l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Et donc en fait, le fait de tout remonter toujours à l'islam empêche d'avoir une critique plus constructive, et ça empêche de développer une grille de lecture autour de certaines dynamiques ethniques, et finalement ça apporte du flou et des imprécisions à un discours qui fait qu'il n'arrive pas à convaincre plus que les convaincus finalement. Ensuite, deuxième point important que je reproche à Éric Zemmour, c'est le fait qu'il soit étatiste. Finalement il est dans la lignée du socialisme français, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau même des mœurs, puisque aujourd'hui il nous parle de cette polémique stérile sur les prénoms. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait pourquoi c'est pas un sujet bête, justement, c'est un sujet finalement assez intéressant et profond, mais le fait de légiférer là-dessus et d'interdire les prénoms, c'est complètement ridicule, puisque en fait si les gens se sentent appartenir à la France, etc., bah, ils donneront des prénoms français, on peut pas les obliger. Justement, tout le travail est de créer un climat qui les incite volontairement à le faire, mais le fait qu'ils pensent que ce soit le rôle de l'État, non seulement de mettre son nez dans toutes les affaires économiques, etc., mais jusque dans les prénoms de famille, c'est pour moi en fait, encore une fois, mettre sous le tapis des problèmes qui sont bien plus profonds, et qui eux par contre demanderaient des décisions vraiment rudes de l'État. Et finalement tout ça, ça rejoint un troisième point que j'ai à lui reprocher, et qui en fait fait la synthèse de tout ça, c'est la déresponsabilisation des individus. En fait, à force de dire que l'État doit faire ci, l'État doit faire ça, etc., les individus, les Français se déresponsabilisent et comptent sur une autorité supérieure pour tout faire. Et donc ça leur permet d'être confortables dans une fuite, dans la recherche d'une excuse de quelqu'un qui finalement les dirige, et bah tu comprends, si ma vie c'est de la merde, bah en fait c'est parce que l'État ne fait pas les choses.
chose. Et ça pour moi, c'est terminé. C'est le poison qui s'immisce dans votre corps et vous ne vous en sortez plus. Si vous croyez que quelqu'un va venir pour vous aider, pour vous sauver, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Pour moi, il est fondamental que les individus se prennent en main eux-mêmes. C'est à eux d'être proactifs et d'être maîtres de leur vie. Il faut qu'ils arrêtent de se comporter comme une bille dans un flipper, j'ai déjà utilisé cette métaphore, c'est-à-dire que finalement, l'État, quelqu'un les lance, ils n'arrivent pas à donner d'impulsion eux-mêmes à leur vie, c'est quelqu'un qui leur donne l'impulsion, et puis ensuite, bing bing bing, ils rebondissent au gré, voilà, il y a une loi, il y a une mesure, il y a une réforme, ils ne s'appartiennent plus finalement. Et il faut bien que les gens comprennent, parce que c'est comme à Paris, tout le monde se plaint de Paris, mais à la fin, il y a quand même bien des gens qui votent pour Anne Hidalgo, donc c'est qu'il y a une responsabilité là-dedans. Et tant que les gens ne comprendront pas que c'est les électeurs qui choisissent leur destin, que tout ce qui se passe en France, c'est parce que finalement les Français le veulent bien, au fond d'eux, ils l'acceptent. Tant qu'ils ne se mettent pas la responsabilité sur eux, tout ça continuera et empirera et les gens les prendront par les cheveux et les mettront à droite, à gauche parce que finalement, c'est une place confortable parce qu'au moins, on n'est pas responsable de quand on est à la gauche, à droite, c'est quelqu'un qui nous a forcé, vous comprenez? Il y a dans la déresponsabilité des individus une position paradoxalement confortable de pouvoir mettre la faute sur les autres et finalement être tranquille soi-même. Et ça pour moi, c'est commencer à tourner dans un cyclone qui vous emmène dans le néant. Donc il est fondamental selon moi de sortir de cet étatisme permanent et de commencer à se responsabiliser soi-même si on veut que les choses changent, parce que c'est par là que ça commence. Et justement, ça va nous amener sur la troisième partie de cette vidéo qui est selon moi les failles en fait du système démocratique actuel et pourquoi je n'y crois pas. Quelles sont, selon moi, les limites et en fait le fait que la démocratie est devenue une farce. Voilà, c'est une foutaise, c'est une blague absolue. J'étais en train d'écouter donc l'interview de Éric Zemmour par Laurent Ruquier et Léa Salamé a cette phrase qui, en fait, résume tout. Elle lui dit « Arrêtez de me parler de la pensée dominante. La pensée dominante, aujourd'hui, c'est vous. » Pour faire oublier quelle est l'idéologie dominante. Mais arrêtez, Éric Zemmour, Non, je n'arrête pas du tout. L'idéologie dominante, c'est vous maintenant. Non. Elle a raison et elle a tort à la fois quand elle dit ça. Elle a raison parce que c'est vrai, il y a la majorité des gens qui partagent des idées d'Éric Zemmour, en tout cas plusieurs idées. Mais là où elle a tort, et en fait c'est toute la perversité des mots qu'elle utilise, c'est que la pensée dominante, c'est pas la pensée majoritaire des gens. La pensée dominante est une fabrique exclusive du système médiatique qui est le pilier central, fondamental et tout puissant des élections et du jeu politique sur le quinquennat dans son ensemble. Et c'est lui qui détient la pensée dominante, la doxa. Hormis quelques rares médias indépendants, et encore, tout le système médiatique est tenu d'une main de fer par quelques multimilliardaires qui sont toujours affiliés à certains hommes politiques, et surtout reçoivent des financements publics colossaux. Et comme vous le savez, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron n'existait pas avant qu'il soit créé de toutes parts par les médias, et il a été élu un an plus tard. Je relisais un livre de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et Manipulation et que je vous recommande vivement, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, en dehors des périodes de grosses campagnes médiatiques, bon, les élections par exemple, l'opinion publique est à 70-30 à penser une certaine chose, et pendant cette campagne, elle peut durer une semaine, elle peut durer 2 semaines, elle peut durer des mois, l'opinion publique est à 30-70. Parce que les gens sont extrêmement influençables, et parce que justement, c'est tout le travail de tous ceux qui réfléchissent à la communication, au marketing, de transformer l'information pour qu'elle soit acceptée. Donc finalement, et il serait temps de le comprendre, les élections seront toujours le fruit des campagnes de communication des médias. Celui qui détient les médias détient la politique. Donc finalement, les élections, c'est subir l'influence de la majorité des Français par le système médiatique pour élire finalement un petit roi pendant 5 ans. Et c'est d'ailleurs tout le problème d'élire une personne. Vous devriez être capable de voter pour chaque décision. Le fait de devoir choisir une personne avec un ensemble de décisions, d'ailleurs sur lesquelles il pourra revenir comme bon lui semble pendant son mandat, vous prive totalement de votre pouvoir d'action. Ce qui fait encore une fois que vous êtes mis en retrait, vous n'êtes plus proactif, vous êtes passif, et donc vous êtes déresponsabilisé, et comme je vous l'ai dit, c'est le début du cyclone qui vous amène dans le néant. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour est très timide sur le sujet du pass sanitaire, etc. C'est parce qu'en fait, le sujet divise trop, et en politique, il faut rassembler, ce qui est une bêtise, puisque en fait il faudrait séparer les éléments pour pouvoir agir directement sur chacun. Donc tout ça selon moi est une grosse plaisanterie. Moi je ne vote pas, je n'ai jamais voté, parce qu'il y en a plein qui m'attribuent tel ou tel vote, je n'ai jamais voté. J'ai compris depuis longtemps que c'est une foutaise, que le système même des partis politiques est une foutaise, et c'est pour ça que je vous invite depuis toujours à travailler sur vous. Renforcez-vous, renforcez votre volonté, renforcez votre discipline, et essayez de trouver des leviers dans votre vie pour en reprendre le contrôle. Pourquoi est-ce que je me focalise autant sur le
le physique. Vous croyez, vous voyez les gens qui ont des transformations avec le coaching, vous croyez que il s'agit de prendre un peu de muscle, perdre du gras ou je sais pas, vous croyez que c'est pour avoir des abdos. C'est parce que vous voyez les résultats et vous ne comprenez pas que l'essentiel est dans le processus. L'essentiel est dans l'acquisition d'une discipline, d'une volonté et d'une fierté de soi-même, d'une confiance en soi. Parce qu'on a dit qu'on ferait des choses et on s'est tenu à faire des choses pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Comment, si vous n'arrivez pas à vous prendre en main vous pendant 3 mois, vous allez prendre en main votre vie, votre environnement pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant toute votre vie. C'est impossible. C'est pour ça que je vous encourage depuis tant de temps à travailler sur vous, à vous renforcer, à vous endurcir. Donc travaillez votre volonté, travaillez votre discipline, reprenez confiance en vous et vous verrez que vous n'accepterez plus qu'on écrase votre dignité et votre fierté. C'est sur ces mots-là que je souhaite finir cette vidéo sur Raptor Talk. Je vous invite encore une fois à en discuter dans les commentaires, puisque le sujet est ouvert et qu'il ne s'agit ici que de mes opinions. Si la vidéo vous a plu, si vous aimez ce format, je vous invite à vous abonner évidemment pour voir tous les autres formats et toutes les autres vidéos et à laisser un pouce bleu. Venez me suivre sur Instagram @RaptorVSFont. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était le Raptor. Ciao.